Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors cette vidéo est la suite d'une série de vidéos que j'ai appelée Côte d'Ivoire Acte 1, Acte 2, Acte 3. Aujourd'hui je vais faire Côte d'Ivoire Acte 6. Je vais parler de l'éducation et de la bonne gouvernance. Voyez-vous, il faut une réforme de l'éducation en Côte d'Ivoire. Il y a eu des réformes qui ont été proposées, mais ces réformes n'ont jamais été mises en œuvre. Elles sont restées dans les tiroirs. Pourquoi? Mais parce que c'est très simple. Je vous dis la vérité. La France contrôle la formation qui est donnée dans nos écoles. C'est ça les faits. Si bien que on a beau proposer des réformes, ces réformes butent toujours sur le refus de l'application de ces réformes-là. C'est ça la réalité. La France veut que nous retenions d'elle l'histoire qu'elle veut que nous retenions. Et que nous retenons de nous l'histoire qu'elle veut qu'on retienne de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire qui vient de nous. Et donc, il y a comme un contrôle du système de formation, du système éducatif. C'est ça la réalité. Or, j'ai fait déjà une vidéo que j'ai appelée à propos de, je crois, de l'école en Côte d'Ivoire. Voilà, à propos de la formation scolaire en Côte d'Ivoire. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'oublie exactement le titre, mais c'est à peu près pareil. Je veux parler de l'éducation et de la bonne gouvernance. D'abord, je reviens je l'ai dit comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, notre système éducatif est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il met trop l'accent sur la généralité. De CP1 jusqu'en terminale, on fait de l'enseignement général. Ce n'est pas bon. Et souvent, beaucoup d'autres disciplines viennent empêcher l'enfant de progresser parce que son talent naturel est mis à l'éteignoir. Son talent naturel est noyé dans cette connaissance générale qu'on lui demande. Or, non. Je pense que quand l'enfant commence au CP1, CP2, CE1, CE2, déjà, on doit détecter son talent. Oui. Tout au plus, au CM2, on doit détecter son talent. Si il est talentueux, notamment en mathématiques, en physique, 90% de son enseignement va porter sur ça. Si ce qu'il aime, ce sont les sciences naturelles, ce qu'on appelle SVT maintenant, 90% de son enseignement va porter sur cela. Si dès le départ, il s'intéresse au sport, 90% de l'enseignement sera mis sur le sport. C'est comme ça. Maintenant, les 10% restants, bon, évidemment, c'est la langue française qui est la langue officielle que nous utilisons. Bon, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qui doit être fait. Pour que tôt, on détecte déjà les talents des élèves et ils vont faire cette formation qui met l'accent sur leurs talents et puis ils deviendront alors des gens doués. C'est comme ça, des gens doués. Si c'est l'histoire qui l'intéresse, bon, 90% de sa formation va porter sur l'histoire. Si c'est la géographie, c'est ce qui sera. Si c'est l'informatique, 90% de sa formation va porter sur 90% de sa formation va porter sur l'informatique. Et vous, alors, vous verrez qu'on aura des gens talentueux. Alors que notre système éducatif actuel, tel qu'il est, ça produit beaucoup de déchets. C'est pas bon. C'est ce que je voudrais dire. Deuxième chose, dans le domaine de l'histoire, c'est très important. C'est très important. Il faut qu'on mette beaucoup l'accent sur l'histoire de l'Afrique. En disant les vérités sur l'histoire de l'Afrique. Et non pas en reprenant ce que des manuels mensongers disent sur l'histoire de nos ancêtres. Voilà. Parce que ces histoires sont faites pour que le noir, l'Africain, ait toujours le complexe d'infériorité. On va vous parler de la colonisation comme étant une œuvre de civilisation des Blancs, alors que non, alors que c'est une œuvre de pillage, c'est tout. C'est une œuvre de pillage. Ils n'étaient pas plus civilisés que nous, pas du tout. Nos ancêtres sont les auteurs de la civilisation de l'Égypte antique, de la civilisation égypto-nubienne, la Nubie. Nos ancêtres ont créé de grands royaumes, le royaume d'Aksum, l'empire du Ghana, l'empire du Mali,
l'empire Songhai. Nos ancêtres ont créé beaucoup de royaumes. Hein? Le royaume d'Abomey, les cités-États Yoruba, les différents royaumes Akan, sans compter la grande confédération Ashanti, hein? Le royaume Zoulou, etc. Les différents royaumes qui étaient aux choses en Afrique centrale. Hein? Le royaume du Congo, qui correspondait à la zone actuelle de l'Angola. Tout ça, c'est ça qu'on doit mettre l'accent. Pour que nos enfants soient fiers de nos ancêtres. Et non de venir parler d'une œuvre de civilisation des Caucasiens, alors que c'était simplement une œuvre de pillage. Et puisqu'ils avaient des armes plus puissantes que nos ancêtres en ce moment-là, bon, ils nous dominent. C'est comme aujourd'hui, ils ont la bombe atomique, ils ont les armées qui ont des... Comment je vais dire ça? Qui occupent nos territoires. Voilà, c'est ça. Ils ont des militaires dans nos pays. Hein? C'est ça. C'est la même façon de faire. Ça n'a pas changé. Donc, il faut qu'on revienne à l'histoire véritable de nos ancêtres. C'est très important. Je pense que je ferai une vidéo même sur la façon dont les ancêtres africains voyaient les Caucasiens, les descendants de l'homme de Cro-Magnon. C'est justement cette brimade de la colonisation qui a provoqué un complexe d'infériorité chez certains Africains. Je dis bien chez certains, pas chez tous. Moi, professeur Alou, pourquoi moi je vais me sentir inférieur à quelqu'un qui mange, qui boit, qui défèque, qui va mourir comme moi, qui n'est qu'un être humain faible comme moi? Pourquoi je vais avoir un complexe d'infériorité devant lui? Pourquoi? Parce que son teint est clair, mais je m'en moque de ça. Je sais d'où ça vient. Parce que lui, ses ancêtres étaient dans le froid, ils n'ont pas eu besoin de mélanine. Alors que moi, mes ancêtres étaient dans la chaleur, ils ont eu besoin de mélanine. C'est pour ça que mon teint est ainsi. Voilà. Donc, on ne peut pas suivre leur paradigme. Voilà. Donc, il faut revoir cela. Donc, il faut mettre l'accent sur l'histoire de l'Afrique. Ça, c'est un. Et puis, l'éducation doit faire appel à des mécènes. Voilà. L'éducation aussi doit faire appel à des mécènes. C'est-à-dire des gens qui ont de l'argent. On leur permet de mettre de l'argent dans la formation des jeunes. Et pourquoi pas, s'ils ont mis de l'argent dans la formation des jeunes, bon, il y a certaines écoles qui vont porter leur nom. Parce qu'ils auront mis de l'argent là-dedans. C'est très important. Et il faut faire en sorte que ce que j'appelle les conseils régionaux prennent une bonne part dans la formation. Depuis, je peux dire, la formation préscolaire, scolaire, au lycée et dans les universités. Ce n'est pas obligé que tous les enseignants du public soient des fonctionnaires. Non. Non. Au Sénégal, par exemple, je sais que les universités, ceux qui travaillent, les enseignants des universités, ils ne sont pas des fonctionnaires, non. L'université a son budget, l'université est autonome. Et on doit pouvoir permettre aux conseils régionaux de créer des universités, de créer des lycées, etc. Hein? Puisque j'ai déjà fait une vidéo sur la façon dont les conseils régionaux doivent être gérés, faire en sorte que ces conseils régionaux soient vraiment autonomes financièrement. Voilà, donc c'est tout. C'est ce qui est important. On n'a pas besoin d'augmenter le nombre de fonctionnaires. Non, on n'en a pas besoin. Deuxième chose, il faut donner une plus grande place aux parents d'élèves. C'est-à-dire que les élèves qui sont dans un lycée, dans une école, etc., il faut que les parents aient vraiment un regard important sur le fonctionnement de l'école. Voilà, sur le fonctionnement de l'école. Et il ne faut pas qu'on laisse justement des enfants qui sont sans respect, ni pour les enseignants, ni pour le personnel qui travaille dans nos écoles. Ça, ce n'est pas tolérable. Ce type d'enfants-là, s'ils ne veulent pas changer, on doit prendre des mesures radicales contre eux. Parce qu'il n'est pas normal que quand un professeur a fait quelques remontrances à un élève, voilà, son parent, son père ou sa mère débarque dans l'école pour humilier le professeur ou l'enseignant. Ce n'est pas normal. Il faut que cela cesse. On voit ça en Côte d'Ivoire, il faut que cela cesse. Et les enfants qui sont vraiment qui sont très récalcitrants, il faut qu'on fasse des écoles spéciales pour eux. Ces écoles-là, c'est vrai, on les forme, mais on va leur donner une armature militaire, voilà, une rigueur militaire, pour qu'ils comprennent que une société fonctionne sur l'ordre. Voilà. Ça ne fonctionne pas dans le désordre. C'est cela. Mais comment donc l'éducation, la formation doit se faire? Parce que c'est aussi une forme de bonne gouvernance. C'est aussi une forme de bonne gouvernance. Vous voyez? C'est aussi une forme de bonne gouvernance. Et puis,
On le voit par exemple aux États-Unis dans les universités, mais les étudiants, quelquefois, donnent des notes aux enseignants et on prend ça en compte pour voir comment est-ce que l'enseignant communique sa connaissance, etc., etc. Mais ça, c'est des notes qu'on prend discrètement. Et puis après, on appelle l'enseignant pour lui dire, voilà comment les enseignants, les étudiants, les apprenants te voient, etc. Donc, il faut améliorer ta façon de faire, etc. pour que vraiment l'enseignement soit un moment de joie. Enseigner, c'est un moment de joie. Pour que l'enseignant soit heureux de le faire, pour que l'apprenant soit heureux de le faire. Parce qu'avec ce système-là, et quelquefois avec le chômage ambiant, mais des gens viennent à l'enseignement et puis en fait, ils n'aiment pas enseigner. C'est pas bon. Il faut que ce soit des gens qui aiment enseigner, qui enseignent. Moi, par exemple, ma joie, c'est d'enseigner. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui doit être fait. C'est comme ça aussi qu'il y aura une bonne gouvernance dans nos universités, dans nos écoles. Voilà. Et dans nos universités, il faut que tous les responsables soient élus au suffrage universel. Les recteurs, et puis moi je n'aime pas ces mots de présidence de l'université. Non, il faut qu'on revienne au recteur, au rectorat. Il faut qu'on revienne aux facultés. Parce que ces UFR-là, ça sert à quoi? Ça c'est simplement un aspect plus administratif que scientifique. Alors que les facultés avaient un aspect scientifique. Mais en Côte d'Ivoire, on a voulu imiter idiotement la France. Parce que la France a mis en place des unités d'enseignement et de recherche UER. Ici, en Côte d'Ivoire, on a repris, on dit unité de formation et de recherche UFR. Mais quand même, comme si nous, on n'a pas de cerveau pour réfléchir. Quelle est cette façon de faire? Le Sénégal a gardé les facultés et le rectorat. Où est le problème? Il n'y a pas de problème à ça. Vous voyez? Et tout cela doit être élu par les enseignants, comment on appelle ça, au suffrage universel direct. Le recteur, le vice-recteur, les doyens des facultés, les directeurs de laboratoires, etc., hein, de centres de recherche et les départements, les responsables doivent être élus. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vais m'arrêter là. Je vais poursuivre donc ces vidéos-là, cette série de vidéos. La prochaine vidéo, ce sera Côte d'Ivoire Acte 7, où je vais aborder un peu la question de la vie sociale. La question de la vie sociale, c'est important. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'Université Félix-Houphouët-Boigny. Les questions actuelles m'intéressent, c'est pour ça que je fais cette série de vidéos-là. C'est vrai, ça ne concerne pas l'histoire, mais c'est important. C'est important. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Sachez que l'université d'Abidjan, Félix-Houphouët-Boigny, est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.